Bonsoir à tous, merci de votre présence. Sincèrement, merci. Je suis Wave Implant, une société cofondée par Pascal Breton, Guillaume Ayat et Thierry Toubiana, qui vont nous présenter donc la trajectoire de cette entreprise et sa raison d'être. Alors, tu feras attention, Thierry, quand tu touches ton micro, tout le monde entend. Il est très sensible. Et donc, c'est Happy Capital. Je suis Antoine Dubas, associé de la plateforme Happy Capital, qui soutient ce projet, un pacte, puisque les dents et leur exhaustivité en présence, c'est un vrai impact santé. Enfin, vous nous en parlerez, monsieur. Et donc, messieurs, et l'implant, c'est bien. Un implant qui réussit, c'est mieux. C'est un peu ça, en résumé, la raison d'être de Wave Implant. Mais je ne vais pas déflorer le sujet avant que de leur laisser la parole. Alors, ce que je vous propose, c'est le même dispositif qu'habituellement pour ceux qui sont habitués. 20 minutes de présentation, messieurs, puis 40 minutes de réponse aux questions. Échange, prise de parole si nécessaire, enfin, tout est ouvert. Donc, je vous laisse la parole, messieurs. Merci du temps que vous consacrez à nous présenter votre entreprise. Merci beaucoup, Antoine. Merci pour cette introduction. Donc, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Pascal Breton. Je suis le président de Wave Implant. Wave Implant est une société qui a été créée il y aura bientôt 2 ans, puisque c'était en mai 2019. Et sa mission, c'est de répondre à un besoin médical non satisfait, et qui consiste à contrôler la stabilité des implants dentaires. Parce que, comme le disait très justement Antoine à l'instant, cette formule m'a plu. Les implants dentaires, c'est bien. Les implants dentaires qui ont une durée de vie longue, voire très longue, c'est mieux. Et donc, il est important de s'assurer que, effectivement, pour le patient, mais aussi pour le chirurgien dentiste, ça sera le cas. Alors, Guillaume, puisque tu partages la présentation, si tu veux bien passer la diapositive suivante, je te remercie. Alors, dans un premier temps, donc, une rapide présentation de l'équipe. Et le premier point que sur lequel je voudrais insister, c'est sur sa complémentarité. On n'a pas empilé les clones, au contraire, on a 3 cofondateurs qui ont, on va dire, des backgrounds assez différents, mais très complémentaires. Alors d'abord Guillaume, puisque Guillaume, c'est l'inventeur de la technologie. Il est polytechnicien, directeur de recherche au CNRS. Et donc, il est inventeur de tous les brevets qui couvrent et protègent notre technologie et notre produit. Il est avec moi donc le fondateur de la société Wave Implant. Et donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai à peu près 25 ans d'expérience dans le domaine du transfert de technologie du monde académique vers l'industrie. Wave Implant est la 3e start-up dont je suis le cofondateur. Je totalise aujourd'hui une carrière d'environ 32 ans qui a commencé en pharma, biotech, biopharma et donc medtech. Et les sociétés que j'ai été amené à fonder précédemment étaient dans le domaine, on va dire, des biomatériaux et de la biotech. Alors, en ce qui concerne Thierry, il nous a rejoint plus récemment, puisqu'il nous a rejoint au mois d'octobre dernier. Il est titulaire d'un MBA, il bénéficie d'une 30aine d'années d'expérience dans le positionnement et la commercialisation des dispositifs médicaux, notamment ceux utilisés en implantologie dentaire. On a plus de 80 ans d'expérience en santé, à nous 3. Et aujourd'hui, on est accompagné d'un groupe d'experts internationaux, donc essentiellement des chirurgiens dentistes, soit hospitaliers, soit en cabinet, qui ont tous bien compris l'intérêt de notre technologie et qui tous
sont avides de pouvoir, dès que possible, l'expérimenter sur leurs patients. À noter également qu'on a parmi notre équipe, enfin dans notre équipe, 2 jeunes centraliens qui travaillent donc sous la direction de Guillaume au sein de son laboratoire. Donc, je laisse la parole à Guillaume pour la suite de cette présentation. Merci Pascal. Donc, l'implantologie dentaire, c'est un véritable enjeu de santé publique, puisqu'on estime qu'en Europe, si on compte les plus de 65 ans, ils ont perdu à peu près 18% de leurs dents. On a à peu près plus de 200 millions d'Européens pour lesquels il manque au moins une dent. Donc l'implantologie dentaire a pour objectif donc de remplacer les dents manquantes. Alors c'est un domaine en très forte croissance, à peu près 8% par an. Et le challenge aujourd'hui, c'est qu'il subsiste entre 10 et 20% d'échecs qui se produisent entre quelques mois et quelques années après l'intervention chirurgicale et qui coûtent aux chirurgiens entre 2 000 et 4 500 euros par échec. Alors, les causes de ces échecs sont à plus de 80% des problèmes de stabilité implantaire, donc un problème de manque de stabilité de l'implant, de stabilité insatisfaisante de l'implant, et c'est précisément le problème que l'on adresse. Alors, quelles sont les conséquences de ces échecs? D'abord, pour les patients, pour les patients, c'est des problèmes esthétiques, puisque en particulier quand c'est des dents du devant, il y a un trou dans la bouche. Hein, donc voilà. Il y a également la nécessité de revenir, de faire des chirurgies additionnelles pour remettre un implant lorsqu'il a été perdu. Bien sûr, des problèmes fonctionnels en termes de confort, mais également de nutrition, hein, des problèmes nutritifs. On sait que l'état de santé bucco-dentaire est très lié et intimement lié à l'état de santé générale. Il y a des études, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, et en particulier la survenue de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc c'est pas uniquement un problème, je dirais, pour la bouche, mais c'est également un problème de santé générale. Et puis les échecs, ça mène également à des pertes de confiance, à la fois dans le patient en lui-même, mais également dans le chirurgien. Donc ça, c'est pour les patients. Pour les chirurgiens dentistes, j'ai mentionné tout à l'heure des problèmes de coûts, entre 2 000 et 4 500 euros par échec, d'après les études de marché qu'on a réalisées, qui se décomposent en plusieurs items. Le premier, c'est ce qu'ils appellent un temps de fauteuil. Donc, un temps de fauteuil, c'est le fait que quand il y a une perte d'implant, ils vont devoir réintervenir la plupart du temps, la quasi-totalité du temps, sans refacturer le patient. Et donc ça veut dire que le fauteuil est immobilisé, ils ne peuvent pas facturer. Donc, c'est le premier point. Il y a également des coûts de consommables pour réaliser les opérations additionnelles nécessaires. Et puis, un point important, alors en particulier aux États-Unis, mais de plus en plus en Europe et en France, c'est des problèmes d'action en justice de la part des patients vers les chirurgiens, qui ont été multipliés par 2 en 6 ans selon les données de la MACSF. Donc ça, c'est le premier problème, je dirais, financier. Il y a un deuxième problème qui est moins directement quantifiable, mais qui est au moins aussi important pour les chirurgiens dentistes, c'est des problèmes de réputation, puisqu'ils ont l'habitude de dire que un échec, on en parle à 10 personnes, et un succès, on en parle à 2 personnes. Et puis enfin, il y a des problèmes de facturation qui vont être plus tardives de la part des patients. Alors, en termes de chirurgie implantaire, comment ça fonctionne? Guillaume, oui. Excuse-moi, je t'interromps juste et j'en profite, comme on est entre nous et qu'on a un peu de temps. Tu disais que potentiellement, donc, les problèmes bucco-dentaires pouvaient déboucher sur des cancers ou des maladies cardiovasculaires, mais est-ce que ces problèmes bucco-dentaires, c'est l'absence d'une dent ou est-ce que c'est une carie? C'est l'état de santé général
Il y a des études qui ont montré que l'état de santé général était affecté par l'état de santé bucco-dentaire. D'accord. Après, donc c'est lié effectivement s'il manque une dent, effectivement, oui, ça fait partie de l'état de santé général. Quand il te manque une dent, ça veut dire que tu n'es pas en bonne santé bucco-dentaire, en fait. Même s'il n'y a pas Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. même s'il y a pas de plaie, même s'il n'y a pas de. Mais là, ce sera une des questions que j'aurai après, mais je vais te laisser finir. Excuse-moi de t'avoir interrompu. D'accord, pas de problème. Voilà, quelles sont les conséquences d'avoir une dent en moins, quoi, tout simplement. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Alors, comment fonctionne la chirurgie implantaire? La plupart du temps, en 2 étapes. La première étape, l'implant est posé dans la mâchoire. Donc en fait, le chirurgien va réaliser un trou ici et dans la mâchoire, dans l'os de la mâchoire, il va venir visser l'implant qui est une cheville. En fait. Ça, c'est le temps T0, c'est la mise en place de l'implant. Et puis ensuite, le chirurgien attend un certain temps entre 0 et 6 mois à peu près, avant de venir charger cet implant avec la prothèse. Et ce temps de chargement peut être compris entre 0 et 6 mois. Il est essentiel pour la réussite chirurgicale et il est très difficile à estimer aujourd'hui. Il s'agit de trouver un compromis de manière spécifique aux patients afin de pouvoir charger suffisamment tôt pour venir stimuler la repousse osseuse avec l'application de contraintes mécaniques, mais pas trop tôt non plus parce qu'on peut endommager l'interface avec des contraintes mécaniques. Donc il y a vraiment ce problème de timing et de chargement et qui dépend de la stabilité implantaire. Le deuxième problème que l'on adresse, c'est des problèmes de stabilité à long terme, à beaucoup plus long terme, je dirais de maintenance, et en particulier la survenue de la périimplantite qui survient pour un implant sur 5 et qui est associée notamment à une perte osseuse, mais également à une perte de tissu mou, chose que l'on adresse. Et donc on est capable d'avoir un diagnostic précoce de la périimplantite afin d'éviter des déposes de l'implant, puisqu'on peut traiter la périimplantite par des traitements chirurgicaux et médicaux, mais faut-il savoir qu'il y a une périimplantite. Tu peux expliquer ce que c'est une périimplantite, s'il te plaît? Alors, une périimplantite, c'est une infection des tissus autour de l'implant qui mène à une infection des tissus mous, puis également à une résorption osseuse, donc à une perte osseuse autour de l'implant. Et donc, encore faut-il avoir le diagnostic pour pouvoir la traiter. C'est tout le problème. Donc, une perte osseuse autour de l'implant, ça veut dire que l'implant, il tient pas. Une perte de stabilité. Ouais. Ok. Et donc, le problème, c'est d'avoir ce diagnostic tôt. Ouais. Alors, aujourd'hui, pour mesurer la stabilité, dans les 2 cas, les approches qui sont utilisées sont des approches empiriques. En fait, le chirurgien va venir taper sur l'implant, écouter le bruit, et sur la base de ce bruit, il va venir décider si l'implant est stable ou pas. Donc, c'est très empirique. Alors, donc, nous, on arrive avec une quantification. Voilà le dispositif médical que l'on développe. Alors, il y a ici deux parties dans le dispositif médical. Le premier, ici, c'est une sonde ultrasonore que l'on va visser dans l'implant, que vous voyez ici. Donc, cette sonde ultrasonore, on va la visser dans l'implant et on a une pièce à main qu'on va venir mettre au contact de l'implant. Donc, l'originalité de la technologie, c'est d'utiliser les ultrasons pour mesurer la stabilité implantaire. Donc, mon équipe de recherche au CNRS est la première et la seule à avoir utilisé les ultrasons dans ce but. Les ultrasons, c'est utilisé très, très largement en médecine. Mais on est les premiers à l'avoir utilisé pour mesurer la stabilité implantaire. Alors, le principe, c'est que cette sonde ultrasonore, qui est un consommable, donc l'usage unique, va envoyer une onde ultrasonore dans l'implant qui va agir en tant que guide d'onde et on va enregistrer l'énergie ultrasonore qui revient dans la sonde. Et de là, on va enregistrer donc un traitement du signal qui utilise des approches de type deep learning
pour remonter un score de manière instantanée pour déterminer la stabilité de l'implant. Alors, comment et quand utilise-t-on le dispositif? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment de la pose de l'implant, c'est-à-dire de la cheville dans l'os, pour savoir si la cheville est stable ou pas. Donc, c'est ce qu'on appelle la mesure de la stabilité primaire. Là, l'objectif est double. C'est à la fois de déterminer si on peut mettre en charge immédiatement, ce qui se fait aujourd'hui dans 5 à 10% des cas, mais de plus en plus, notamment du fait du Covid, pour diminuer le nombre de visites. Et puis, si on décide de pas mettre en charge, ça, la mise en charge, c'est immédiate, ne peut être réalisée que sur des implants hyper stables. Et puis, le deuxième volet, c'est de savoir combien de temps on attend entre T0 et T1. Et ça aussi, ça dépend de la stabilité primaire. Le deuxième scénario d'utilisation, c'est au temps T1, lors de la deuxième visite, pour mesurer la stabilité secondaire, pour charger, pour savoir si on doit, et là c'est un go-no-go pour savoir si on charge ou pas. Si on charge pas, on doit attendre un troisième rendez-vous. Et puis le dernier scénario d'utilisation, c'est la surveillance, donc la périimplantique, où c'est un contrôle de stabilité pour savoir si on doit traiter ou pas l'implant. Guillaume, tu parles de consommable. Ça veut dire que votre produit, c'est un peu un modèle Nespresso, en fait. Voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que pour faire une mesure, on a besoin d'un consommable, d'une sonde, qui a usage unique. Et donc, sur la base de ce scénario, on a prévu une moyenne de 2,5 consommables par implantation. D'accord. Pascal, je te laisse. Oui, alors je reprends la parole pour vous donner quelques éléments de marché pour que on situe un petit peu et vous situiez un petit peu, on va dire la demande et la perspective de business qu'on peut faire sur l'exploitation d'implanteuses. Notre marché adressable aujourd'hui, il est évalué par nous, mais pas seulement, également par, on va dire, des ressources indépendantes que nous avons mobilisées à 1,6 milliard d'euros au plan mondial à l'horizon de 2024, c'est-à-dire à un horizon où notre produit sera sur le marché. Au cours des 5 prochaines années, il va croître à un rythme de 8,6% l'an, ce qui est quand même une croissance relativement soutenue. Et évidemment, ce marché adressable, il est tracté par le marché des implants dentaires, qui lui est un marché aujourd'hui réalisé. C'est les 1,6 milliard d'euros dont je parlais, c'est du théorique. Le marché des implants dentaires, lui, c'est du réalisé. Et en 2024, on estime qu'il atteindra plus de 7 milliards d'euros, et avec une croissance de 9% l'an au plan mondial. Alors, quand je dis au plan mondial, ce qu'il faut voir, c'est que le marché, il est essentiellement, on va dire aux 3/4, en Amérique du Nord, majoritairement États-Unis, bien évidemment, en Europe et Asie-Pacifique. Alors, Asie-Pacifique, c'est quoi? C'est Japon, Chine, Corée. Et ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Sud, quand on rapporte ça à la taille de sa population, c'est le premier marché mondial. Alors, en volume et en valeur, c'est les États-Unis, bien évidemment, vous ne serez pas surpris, mais rapporté à la population, c'est la Corée du Sud. Alors, dans ce contexte, nous, notre estimation, validée par un certain nombre d'éléments, notamment aux études de marché, etc., c'est qu'on devrait être en capacité de capturer 20% de ce marché adressable à l'horizon de 2030, c'est-à-dire à peu près 6 à 7 ans après le lancement d'implanteuses. Pascal, c'est Antoine, j'ai une petite question. En passant, oui, vas-y. L'Amérique du Nord, tu dis c'est un des premiers marchés, c'est parce que les Américains, il leur manque plus de dents que les Européens? Non, on a à peu près la même situation aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire que là, ça revient à je crois, la 3e slide. Guillaume a donné quelques éléments, je crois. Alors oui, je crois, voilà, en Europe, il a dit les plus de 65 ans ont perdu 18% de leurs dents. Bon, c'est à peu près la même chose aux États-Unis.
220 millions d'Européens ont au moins une dent manquante. Aux États-Unis, c'est un peu moins, mais la population est moindre. Donc en pourcentage, c'est grosso modo la même chose. Donc là-dessus, on va dire la santé bucco-dentaire aux États-Unis est à peu près la même que celle qu'on observe en Europe. Donc là-dessus, il y a pas de différence. Oui, vas-y, Guillaume. J'ai le livreur qui sonne. Ah, d'accord. Je dois m'absenter 2 minutes. Je suis obligé Ouais, d'aller m'ouvrir. pas de Je souci. mets sur la slide sur les brevets et je reviens juste après. Ouais, pas de souci, pas de souci. 18% des dents, ça fait 20% à peu près de 32, ça fait 6 dents manquantes. Pour les plus de 65 ans, oui, c'est ça. Oui, est-ce que ça compte les dents de sagesse? Parce que tu sais, parfois on les a pas, enfin c'est bête, mais question. Ah bah oui, ça compte toutes les dents. Oui, quand même. Ça compte toutes les dents, les dents de mais sagesse. donc, il y a énormément de gens qui se les font enlever, tu vois. Donc, ouais, moi j'ai toutes mes dents de sagesse, personnellement, mais moi je suis pas tout le monde. Mais bon, non, oui, mais tu as raison, mais ça compte les dents de sagesse, oui. Bon, je t'embête, vas-y, continue. Alors donc, alors en attendant le retour de Guillaume, la propriété intellectuelle, bon, ça c'est un sujet que je maîtrise relativement bien. Donc aujourd'hui, quand je dis Wevimplant est licencié exclusif mondial dans tous les domaines, et ça c'est important parce que c'est pas seulement le domaine de l'implantologie dentaire, de 2 familles de brevets qui donc nous ont été, on va dire, dont on nous a confié l'exploitation dans les meilleures conditions possibles. Donc, il y a un brevet qui date de 2009, qui est relativement ancien, et surtout il y a un brevet de 2018 qui lui est donc forcément plus récent et qu'on a étendu dans le cadre d'une phase nationale qui a été initiée au mois d'octobre et qui va nous donner une protection, comme vous pouvez l'observer, un peu plus large que celle de 2009. Il y a une 3e demande de brevet qui est en cours de préparation, et celle-là a l'objectif de couvrir plus spécifiquement la sonde, donc le consommable à usage unique, et cette demande de brevet sera détenue par Wevimplant. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la stratégie de production ou de manufacturing d'Implantus est de nature à favoriser la protection de notre savoir-faire, donc le savoir-faire étant, comme vous le savez tous, un pan très important de la propriété intellectuelle, et dans la mesure où on conservera par l'intermédiaire de nos sous-traitants la maîtrise de cette protection, on protégera au mieux notre savoir-faire. Bon, alors, évidemment, on protégera tout ce qui est plan, modèle et marque dès qu'on aura, on va dire, suffisamment de ressources pour le faire. Ça deviendra pour nous une priorité, bien entendu. Donc voilà ce qui concerne la propriété intellectuelle. Je sais pas, est-ce que Guillaume, il y avait une slide avant celle-là? Il y avait la 9, c'était quoi la 9? Est-ce que tu peux revenir en arrière? Non, il est parti là. Ah, peut-être il est parti. Il est pas revenu, puis comme c'est lui qui partait. On peut en profiter pour prendre des questions déjà, si tu Ouais, veux. je peux. S'il y a des questions, Voilà, alors peut-être celle de Jean-Victor B. On va attendre qu'il revienne ou que vous soyez tous les 3 là. Mais par exemple, si j'en prends une, on peut avoir la visio des présentateurs. Donc j'imagine que oui, vous pourrez envoyer la visio. Oui, évidemment. Nous, on peut envoyer la présentation à qui la souhaite l'obtenir. Il n'y a pas de souci. Ok, alors tiens, une question à laquelle sans doute tu sauras répondre. Hugo N qui nous demande Wevimplant peut-il agir sur les questions de stimulation de pouce. J'ai vu ça dans le chat, oui. Alors la réponse est oui. La réponse est oui parce que alors Guillaume répondrait encore une fois mieux que moi. T'es revenu, Guillaume? Non. Mais bon, peu importe, je connais la réponse. La littérature montre de manière assez claire et assez détaillée que effectivement les ultrasons sont de nature à stimuler la reconstruction osseuse. Et c'est notamment utilisé dans le cadre de fractures, on va dire difficiles, de fractures chez notamment les personnes âgées, où on sait qu'évidemment la reconstruction est généralement plus lente, etc., etc. Donc ça, c'est décrit dans la littérature. Et la réponse, c'est de bord en fait, parce que les ultrasons ils sont utilisés d'abord pour assurer la stabilité, si j'ai bien compris. Oui. Et l'effet de bord, c'est qu'en plus, ça te refait pousser l'os. Oui, donc, alors ça sera pas le même. Voilà, attention, ça sera pas le même appareil, parce que
Ah, d'accord. L'appareil qu'on utilise, nous, c'est pour mesurer. La mesure, elle dure entre le moment où on appuie sur le bouton, au moment où on lit le score, ça dure une seconde. D'accord? Donc, Ouais. c'est pas en appliquant une onde ultrasonore pendant une seconde qu'on va stimuler la réponse osseuse. J'entends, ouais. D'accord? Donc, Ouais. en fait, si on considère qu'on va rentrer dans un product cycle management d'implanteuse, pour évidemment maintenir l'attractivité que pourra avoir le public quand je dis le public, c'est chirurgien dentiste, sur notre produit, eh bien, à un moment donné, on va développer une version, non pas d'implanteuse, mais une version d'un système ultrasonore qui permettra d'appliquer des ondes ultrasonores au niveau de l'implant pendant une durée plus longue, évidemment, qu'une seconde, pendant un temps à déterminer, et qui stimulera donc l'ostéo-intégration et donc favorisera l'acquisition d'une bonne stabilité de l'implant. Ok. Alors, attends, je vais te dire avec mes mots, tu me dis si c'est ça. Implanteuse, qui est votre sonde actuelle, Ouais. utilise donc les ultrasons. Implanteuse, c'est à la fois la pièce à main et la sonde. Ok, donc voilà, cet ensemble pièce à main sonde qui s'appelle implanteuse permet avec la technologie des ultrasons de mesurer la stabilité et donc de donner voilà, des indices sur la qualité du travail ou le momentum, enfin le moment de positionnement de l'implant. Mais en plus, vous pourriez demain créer un autre outil qui serait, je sais pas moi, Bone Renew ou quelque chose comme ça. Oui, absolument. Basé sur la même technologie, sur les mêmes brevets, pourrait permettre en plus de stabiliser en faisant repousser un peu l'os. C'est ça? Alors ouais, je précise, c'est pas exactement les mêmes, c'est la même technologie si vous voulez. Les brevets sont sûrement à conforter légèrement. Et il faut savoir qu'il y a déjà un dispositif qui existe sur le marché commercialisé par Smith & Nephew, notamment, qui utilise les ultrasons pour stimuler la repousse osseuse, mais pas autour des implants, pour les fractures. Donc, il y a un trou dans le plâtre. Ça existe pour les fractures, mais ça n'existe pas pour les implants. J'en ai parlé justement pendant les fractures, mais c'est tout à fait juste. J'ai pas indiqué qu'il y avait effectivement le produit de SmithKline Nephew qui était, enfin de Smith & Nephew, pas SmithKline, Smith & Nephew qui était disponible. Du coup, le produit de Smith, là, je me risque pas de prononcer tout le nom, mais le produit de Smith, il pourrait aussi être utilisé pour la repousse. Non, pas pour les implants parce que la configuration n'a rien à voir. Donc, non. Ok, il est trop gros dans la bouche ou. Ça marche pas, on peut pas. Non. C'est un dispositif qui s'utilise avec un plâtre. Enfin, bon, ouais, d'accord. Bon, alors, on a commencé à répondre aux questions parce que Guillaume. Pascal avait besoin que tu lui passes le slide suivant, en fait. Non, mais il y a peut-être la slide 9, tu l'as. Il y a la slide sur la concurrence. Ouais, ça, j'aurais pu en parler aussi, mais vas-y, Guillaume. Alors, la concurrence, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, les chirurgiens dentistes qui travaillent aujourd'hui à l'aveugle, ce qu'ils font, c'est qu'ils tapent sur l'implant avec une petite tige, ils écoutent le bruit, et sur la base du bruit, ils décident si c'est stable, si l'implant est stable ou pas. Donc évidemment, ça dépend du chirurgien, c'est pas précis, ça permet pas d'avoir une mesure de la qualité osseuse, etc. Alors, il y a d'autres dispositifs, mais qui sont vraiment anecdotiques et qui sont quasiment plus utilisés, donc j'en parle pas trop. Il faut savoir que les rayons X ne peuvent pas être utilisés pour mesurer la stabilité d'un plan pour des problèmes techniques. Pour des raisons techniques, on n'a pas accès à l'interface. Donc, c'est utilisé pour visualiser un positionnement de l'implant, mais pas pour mesurer une stabilité. Il y a donc une techno qui est sur le marché aujourd'hui depuis 2006. Tu peux mettre le slide 9, Guillaume, s'il te plaît, parce qu'on est sur le 10 encore. Ah non, là, je suis sur le 9, là, moi. Moi aussi, je suis sur le 9. Pardon, c'est moi, excusez-moi. D'accord. Non, je suis sur le 9, là. J'espère que tout le monde a le 9, mais moi, j'ai le 9, oui. Qui n'a pas le 9? Maël, est-ce que tu as le 9? Bon, là, je suis sur le 9, c'est bon. Alors, donc, il y a une techno qui s'appelle... Ok, merci. Qui s'appelle la mesure de fréquence de résonance et qui est commercialisée. Il y a 3 dispositifs qui sont des MeToo, qui sont exactement les mêmes sur le marché, qui sont tous les 3 commercialisés par des majors cette technologie de mesure de fréquence de résonance
elle présente un problème en termes de précision, de reproductibilité des mesures. C'est ce qui nous a été remonté du terrain, à la fois par les dentistes de notre réseau et par l'intermédiaire des 3 études de marché qu'on a réalisées en France, en Corée, Japon et aux États-Unis. Ce qu'on a fait, c'est que sur des études chez l'animal, on a benchmarké notre techno avec l'Austel, qui est le plus gros, hein, puisqu'il fait à peu près entre 50 et 70 millions de chiffres d'affaires. On a comparé les résultats sur les mêmes implants, les 2 mesures sur les mêmes implants. Et on a pu montrer qu'on était environ entre 8 et 10 fois plus précis et plus sensible que l'Austel, donc le concurrent. Donc, parce qu'évidemment, on a une autre technique. Vous allez faire 8 à 10 fois plus de chiffre d'affaires, alors. Alors, je ne sais pas si ça marche comme ça, mais en tout cas, c'est un problème qui nous est remonté du terrain. Si tu veux, quand tout à l'heure j'annonçais qu'on prendrait 20% du marché en 2030, sachant que le marché c'est 1,6 milliard, ça veut dire que potentiellement on peut viser 320 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030. Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Oui. De toute façon, Austel fait ce chiffre d'affaires que vient d'indiquer Guillaume avec quelque chose qui est très insuffisant, qui ne rend compte absolument pas le cahier des charges. Et aujourd'hui, ils font ce chiffre d'affaires parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Surtout pour les plus jeunes praticiens qui démarrent leur carrière, etc., etc. Bien sûr. Donc voilà. Donc on devrait avoir la prime au succès, si j'ose dire. Ok. Alors, les autres avantages en dehors de la précision et de la reproductibilité des mesures qu'on en a, c'est d'une part qu'on est capable de mesurer la qualité osseuse autour de l'implant, et ce qui est vraiment le déterminant du succès chirurgical, et ça c'est connu par les chirurgiens. Et puis, on est capable, contrairement à Austel, de diagnostiquer de manière précoce la périimplantite et de donner au chirurgien la possibilité ou non de charger de manière immédiate. Alors, en termes de pricing, on se positionne sur les mêmes prix à peu près que l'Austel. Donc c'est le même prix, mais c'est 10 fois plus efficace, si je résume. Oui, en gros. Alors, précis et sensible. Précis et sensible. Alors, 10 fois plus précis et sensible. Donc voilà, alors comme vous l'avez compris, on a une technologie qui est unique, qui est vraiment quelque part un game changer, comme on dit. C'est la technologie des ultrasons quantitatifs. Donc Guillaume vous l'a expliqué, je pense que vous avez parfaitement compris, et donc ça nous donne un avantage compétitif qui est certain pour la mesure de la stabilité primaire. La stabilité. Allô? Oui, on est là, on t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Bon. Donc également pour le diagnostic précoce de la périimplantique, comme vous l'avez compris. Donc l'introduction sur le marché de notre système, c'est vraiment un follow me, c'est-à-dire comme on l'indique, un produit qui va être un produit de rupture et qui va entraîner derrière lui un certain nombre de concurrents. Oui, on parle, Guillaume. Non, je n'entends pas. Thierry. Je n'entends pas, Pascal. Je vais enlever le micro de Thierry. Hein. Qu'est-ce que je peux faire de plus que de parler? Je lui fais signe avec mon pouce comme quoi tout est OK. Je ne sais pas s'il me voit. Guillaume, est-ce que tu lui as envoyé un message? Bon, ça va, le micro est fermé. Vas-y, continue. On va essayer de résoudre ça en parallèle. Donc, Antoine Fury demande est-ce que tu lui ouvres son micro. Donc, sur cette base-là, notre stratégie commerciale, elle est finalement relativement straightforward, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir l'introduction de notre système sur les marchés domestiques dans un premier temps, donc la France, et avoir des accords de licence sur le reste du monde, c'est-à-dire États-Unis, Europe en particulier, mais également Asie-Pacifique. Alors, ce qu'il faut savoir à ce stade, c'est que on a signé une lettre d'intention avec un poids lourd du secteur de l'implantologie dentaire. Alors, je vous donne pas son nom parce que on n'est pas vraiment autorisé à le donner. On a voulu faire un press release
qui n'a pas été accepté. Donc, simplement, sachez qu'on a déjà un contact donc bien engagé avec ce poids lourd. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir distribuer Implantus au plan international, à l'exception de la France, avec donc ce partenaire licencié. Mais il distribuerait ou il construirait? Ah non, j'ai insisté tout à l'heure pour dire que le manufacturing, c'est nous. C'est nous. Donc Ouais. il ne fera que de la promotion, du marketing, de la distribution et de la vente. Et nous, évidemment, on recevra les redevances qui auront été négociées et qui seront, on va dire, des redevances habituelles du marché. Okay. Guillaume, est-ce que tu peux me donner la slide suivante, s'il te plaît? Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour mettre en œuvre cette stratégie? Donc, l'objectif, c'est à l'horizon du troisième trimestre 2023, c'est donc de engager une action commerciale promotionnelle en France, et on va le faire, et Thierry va le faire plus précisément, mais l'entreprise va le faire avec 4 canaux d'approche. Le premier canal qu'on va utiliser, ce sont les centres de formation et de soins. Les centres de formation et de soins qui, pour la plupart, regroupent environ une moyenne de 50 praticiens et ils vont nous permettre, en plus avec notre réseau de KOLs, qui vont nous permettre de pénétrer le marché auprès de ceux qui sont les principaux utilisateurs et qui sont les plus à même de, on va dire, évangéliser, si je puis utiliser ce terme, le domaine. On va avoir évidemment du e-commerce, évidemment, pour acheter un Plantus, comme on peut acheter d'ailleurs les systèmes en résonance, en analyse de fréquence de résonance, on va les mettre sur Internet, donc comme les autres. On va recruter une petite force de vente qui sera sous la direction de Thierry. Et également, on va probablement s'appuyer sur des distributeurs hexagonaux tels que ceux qui sont ici mentionnés. Ça, c'est pour la France. Alors, je ne sais pas si Thierry, tu m'entends? Non, toujours pas. Alors moi si, il est revenu. Je voulais pas t'interrompre, mais moi, je vais continuer. Vas-y, bienvenue. Tu as parlé de la France et je vais parler de l'international. Donc, à l'international, on veut avancer sous licence avec soit un industriel de l'implantologie, un leader comme Zimmer, Nobel Biocare ou encore Straumann, et bien entendu qu'on le fera sur les marchés dominants qui sont les États-Unis, qui sont les principaux marchés européens. Et pour l'Asie, nous avons choisi de commencer par la Corée et le Japon. Mais moi, je voudrais rajouter quelque chose en fait. On vous a présenté une société, vous avez une équipe complémentaire, vous avez un produit avec une technologie disruptive, donc de rupture. Mais j'ai envie de vous dire, dans le commerce, on dit toujours ce qui va compter, c'est 3 éléments, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. WebImplant, pour vous faire rêver, c'est une équipe qui est vraiment complémentaire et qui se développe. C'est un marché de croissance, le medical device, et l'implantologie dentaire, c'est un marché d'hypercroissance avec 8% par an, et ça, c'est exceptionnel. Nous avons une technologie unique, puisque nous avons une technologie à ultrasons qui donne de bien meilleurs résultats, comme l'a dit Guillaume, et en plus, nous avons un dispositif, une pièce à main, qui est complété par une sonde à usage unique. Ça veut dire quoi une sonde à usage unique? Je vais vous le dire rapidement. Mais avant tout, ce manche, cette pièce à main, c'est pour une utilisation quotidienne pour le chirurgien dentiste. Donc, en fait, un dispositif avec une pièce usage unique, c'est une machine à cash. Et ça, il faut bien l'entendre. Le medical device est un marché qui se porte très bien. Je ne veux pas être mal jugé, mais nous, pendant le Covid ou pendant toutes les crises économiques, on n'a jamais connu la crise dans le medical device. Et j'en veux pour preuve, c'est que toutes les sociétés ont une vraie capacité de développement. Et WebImplant a déjà cette capacité de développement technologique. Ça, il faut le souligner. Si on parle d'expérience dans le medical device, on va parler de tracking record. Le tracking record. Eh bien, moi, je peux vous donner 2 expériences parmi toutes ces expériences en 30 ans, où les clips chirurgicaux, c'est ce qui a tendance à remplacer la suture en chirurgie, toutes les chirurgies qui existent.
que ce soit par voie cellulio-chirurgicale ou par voie traditionnelle, ou encore en implantologie dentaire. On a le clip et on a les compléments osseux en implantologie dentaire. Ben moi, je dois vous dire que Wave Implant, c'est un peu ça, parce qu'avec les compléments osseux, j'ai été numéro 1 monde chez BioHorizon. Avec les clips chirurgicaux, j'étais numéro 1 chez Johnson & Johnson. Et chez BioHorizon, j'étais directeur général. Tout BioHorizon France était au club du président monde. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir des succès et des réussites. On est une société française, mais une start-up qui apportera succès et réussite parce qu'elle est sur le marché où il faut se placer aujourd'hui, mis à part, bien entendu, d'autres marchés comme l'intelligence artificielle. Mais on est relativement comparable. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter pour vous dire, venez rêver dans le monde de Wave Implant. On a été trahi par la techno, mais c'est pas la techno de Wave Implant. Hein. Donc, voilà. Voilà. Alors bon, on va essayer de terminer rapidement, mais je crois qu'il y a plus que 2 slides. La slide que vient de passer Guillaume, eh bien, c'est tout simplement un petit peu notre PNL, on va dire prévisionnel. Donc, vous voyez qu'en 2025, on est conservateur, même très conservateur, sans doute trop conservateur, puisque on réalisera un chiffre d'affaires de l'ordre de 11 millions, enfin des ventes, on va dire de 11 millions, plus de 11 millions d'euros, avec un profit d'environ net d'environ 2 millions d'euros. Donc c'est quelque chose qui nous permet de voir que on sera profitable dès 2024, sachant qu'on réinvestira, comme on va le voir dans un instant, dans 2 autres dispositifs médicaux qui ont déjà fait leur preuve de concept au sein du laboratoire de Guillaume. On arrive à ce que nous cherchons comme ce dont nous avons besoin comme financement dilutif pour pouvoir être en capacité d'atteindre nos objectifs industriels et financiers. Et en premier lieu, je voudrais dire que Guillaume a quand même été en capacité de lever quelques 3 millions d'euros depuis une dizaine d'années, auprès évidemment de financeurs publics, 3 millions d'euros qui ont soutenu le développement d'implanteuses au sein de son laboratoire, et qui a permis donc notamment la preuve de concept, les validations précliniques et l'initiation du parcours réglementaire qui est parfaitement balisé et que on pourra suivre sans difficulté dès l'instant où on pourra y consacrer les ressources adaptées. Donc en 2019, vous voyez, on a créé la société. Fin 2019, on a fait une première opération d'augmentation de capital avec des business angels de nos réseaux respectifs de l'ordre de 170 000 euros. Donc on va dire ce que j'appelle du préamorçage. Et on a pu avancer avec cette source de financement. Et aujourd'hui, on recherche donc 600 000 euros en amorçage, eh bien, pour atteindre une première série d'objectifs, la mise à disposition du dispositif pilote, la mise en place de notre système de management de la qualité et la possibilité donc d'obtenir des résultats cliniques, les premiers résultats cliniques au niveau d'une étude clinique qui sera faite, on va dire, essentiellement en région parisienne, avec un financement déjà obtenu auprès de la PHP. Attends, juste Pascal, je t'interromps juste pour dire un point important. Excuse-moi. Hein. Allez, non, vas-y. On a obtenu déjà, en fait, la validation préclinique. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on a validé notre dispositif in silico, c'est-à-dire par la simulation numérique. Nous, on est des ingénieurs, donc on utilise la simulation numérique pour mettre au point le dispositif. Puis, sur des modèles d'implants insérés dans l'os artificiel, ce sont des modèles qui sont couramment utilisés par les sociétés d'implants. L'intérêt, c'est qu'on contrôle vraiment très précisément la stabilité. Puis, enfin, sur l'animal, sur des études en préclinique, à la fois chez le lapin et chez la brebis, qui sont 2 modèles animaux usuels en implantologie dentaire. Ça va pas être pratique quand on est lapin d'avoir une dent en moins.
Alors non, c'est des modèles où on le met on insère les implants dans la partie distale du fémur et proximale du tibia. Ah, C'est d'accord. des modèles classiques, hein, on n'a rien inventé, qui sont utilisés par tous les fabricants d'implants et tous les gens qui font de la recherche. Et ça, c'est fait en collaboration avec l'école vétérinaire d'Alfort, donc à Maison Alfort. Bon, messieurs, il nous reste 8 minutes, on a 8 questions. Alors, je vous invite à conclure votre présentation, puis après, on va... Ok, c'est la dernière slide, on a fini. Hein. D'accord. C'est la dernière slide. Hein. De toute façon, là, ce que je voulais dire, c'est que après, on aura un tour A à 1,2 million d'euros, un tour B à 1,9 million d'euros, le tour 1 et 2. Le tour A, il nous permet d'obtenir la certification. Donc, il nous permet de lancer le produit sur le plan commercial. Et le tour B à 1,9 million nous permet de structurer notre action commerciale en France et de soutenir notre activité de manufacturing, puisqu'encore une fois, c'est nous qui allons assurer les activités de manufacturing. Donc après, à partir de 2025, on pourra envisager une fusion-acquisition, parce que la fusion-acquisition, c'est la voie de sortie de nos actionnaires historiques, auprès d'un major du secteur, qui souhaitera se démarquer de la concurrence en proposant une combinaison implant plus implanteuse, c'est-à-dire système de mesure de la stabilité des implants. Voilà. Donc ça lui donnera quelque chose, une espèce de package qui sera évidemment attractif. Au-delà de ça, j'ai parlé des deux autres dispositifs médicaux. Non, mais ça fait partie des questions. Alors, voilà. Vous voulez parler des dispositifs médicaux futurs, c'est ça? Vas-y. Oui, non, les deux autres dispositifs médicaux qui ont fait leur preuve de concept chez Guillaume, c'est un système de mesure de stabilité et de contrôle de la mise en place des prothèses totales de hanche, d'une part, et c'est un outil de monitoring, on va dire, des opérations d'ostéotomie, notamment de rhinoplastie. Donc c'est pas des ultrasons, c'est une autre méthode acoustique. Guillaume en parlerait mieux que moi, mais voilà, c'est-à-dire derrière il y a des relais de croissance au-delà du product cycle management sur implantus, il y a des relais de croissance, mais pour tout ça, donc vous avez compris, il nous faut environ 3,9 millions d'euros sur les 4 prochaines années. Et donc la première étape, c'est Happy Capital, et on compte sur vous. Voilà, donc nous on est en levée de fonds pour 300 000 euros actuellement. Sur le site, ticket minimum 820 euros, réduction d'impôt possible à hauteur de 18%, voire 25% de ce que vous investirez. Voilà, et vous pouvez trouver le projet sur www.happy-capital.com. Les taux que vous trouvez dans les études scientifiques, il y en a peu d'études scientifiques, mais il y en a. Les taux sont très variables d'une étude à l'autre. Ça peut monter jusqu'à 15% en moyenne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ceux qui publient pendant les congrès sont des leaders d'opinion qui font 1000 à 2000 implants par an. Donc, en pourcentage, ils ont un taux d'échec très faible puisqu'ils en font beaucoup. Deuxièmement, pour une personne comme moi qui a fait 11 ans de bloc opératoire, des échecs, il y en a beaucoup plus que ce qui est publié dans les études, entre 2, 8, 10%. Ça peut monter vraiment à 15 et plus. Donc, ce que nous annonçons, la réalité des études, c'est ce qui est dit pendant les congrès, c'est ce que l'on voit au bloc opératoire, et ce sont aussi les sources d'Inextenso, qui est Deloitte, le gros cabinet, qui fait partie des Big Four. Donc, vraiment, on est dans un contexte scientifique où je connais peu de chirurgiens qui est prêt à annoncer qu'il a 20% d'échecs. Donc, il a une manière de faire son choix dans les échecs. Dans les échecs, c'est quoi un échec? Nous, on parle des échecs de stabilité. Donc, effectivement, on peut penser à des implants, par exemple, en oxyde de zirconium, par exemple, en céramique. Donc, il n'y a pas de problème. Il suffit juste, il faut changer la sonde, donc le consommable, mais il n'y a pas de problème. La plupart des implants sont en titane, mais on peut faire des mesures avec n'importe quel type d'implant. Nous avons un Scientific Advisory Board, un comité scientifique aujourd'hui, avec des leaders d'opinion français qui sont
reconnus mondialement, Emmanuel Gouet ou encore Monsieur Hadi Antoun. Nous avons des leaders d'opinion étrangers, aux États-Unis, en Asie, et bien entendu que nous travaillons essentiellement avec les chirurgiens dentistes pour faire évoluer notre technologie. Et d'ailleurs, prochainement, nous aurons la phase clinique qui va être faite par des chirurgiens dentistes. On a une dizaine de chirurgiens dans notre board de tout pays. Ah ben là-dessus, on peut revenir à cette diapositive. Hein. Donc le stade de développement, vous voyez, aujourd'hui, on a une validation préclinique qui est très clairement établie, on a un parcours réglementaire qui est parfaitement établi, et on a les premières étapes de ce parcours réglementaire qui ont été accomplies au niveau du laboratoire de Guillaume. On a donc atteint un premier stade où aujourd'hui les études vont se poursuivre avec nos sous-traitants par la fois pour le volet électronique, ça c'est pour la pièce à main, et sur le volet on va dire usinage microtechnique, ça c'est pour la sonde à usage unique. Donc aujourd'hui on en est là. Et il est clair que dès l'instant où on va débloquer les ressources qui nous sont nécessaires, on va pouvoir accélérer le processus. Et aujourd'hui, on reste, on va dire, sur la cible d'avoir un dispositif médical pilote d'ici l'automne pour pouvoir engager les essais cliniques, avoir un système de management de la qualité en place. Et cette permettra ensuite d'aller jusqu'à la certification. Le business model, le business model, c'est de produire nous-mêmes la pièce à main, c'est-à-dire ressemble un petit peu à on va dire à une brosse à dents électrique, même si ce n'est évidemment pas une. Et également le dispositif consommable, c'est-à-dire la sonde. Ça, on va le produire nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est par l'intermédiaire de nos sous-traitants. Hein, et donc, juste pour comprendre, la pièce à main, tu la vends une fois pour 3 ans et les sondes 2,5 fois par an. Exactement. La pièce à main, c'est quelque chose qui est amortissable sur 3 ans. Donc, c'est un investissement pour le chirurgien dentiste. Et la sonde, c'est du consommable. Donc, une sonde. Tu marges plus sur la sonde, c'est ça? Évidemment, puisque la sonde, elle nous coûte 8 €, on va la vendre 20 €. Et la pièce à main, elle coûte 220 €, on va la vendre 3000. Alors, l'horizon d'un exit, j'ai mis au-delà de 2025. Comme vous le pouvez constater sur la slide 14. Et alors, au-delà de 2025, on privilégie une fusion-acquisition. Alors, pourquoi on privilégie une fusion-acquisition? Parce que l'autre option, ça serait une IPO. Alors, et puis, il y en a d'autres, hein, je veux dire, mais grosso modo, en général, fusion-acquisition ou IPO. Bon, l'IPO, moi, j'ai de ma longue expérience, j'ai jamais été très séduit par l'IPO, parce que, vous savez, ça coûte cher. On commence à travailler sur une IPO, c'est beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent. La fenêtre est ouverte, on est content, on y va, et le jour où on est prêt à introduire la valeur sur les marchés, la fenêtre s'est refermée. Donc on a dépensé beaucoup d'argent et on a consacré beaucoup d'énergie pour rien. Donc cette situation, je l'ai connue 10 fois. En plus, quand vous avez une réussite de votre IPO, vous avez levé des sommes relativement significatives, mais après, faut suivre le cours de bourse. Et vous avez, allez, je dirais dans 8 fois sur 10, un cours de bourse qui stagne, voire qui diminue fortement, en général, dans la plupart des cas. Hein, quand je dis 8 fois sur 10, je suis gentil. Et puis, vous avez des mouvements sur les titres qui sont extrêmement faibles. Enfin bref, je veux dire, en tant qu'actionnaire, c'est pas forcément quelque chose qui fait rêver. Donc voilà. Ça dépend des marchés, la liquidité des titres est pas la même sur le CAC 40. Oui, non, mais je veux répondre en quelques instants. Fusion-acquisition. Ok, voilà. donc petit horizon 2024-25. Non, j'ai dit au-delà de 2025, donc c'est 2025 au plus tôt, et après on verra. L'idée, c'est d'avoir une valorisation optimale. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc, si on voit qu'on a encore des gains de valorisation au-delà de 2025, on essaiera d'aller au-delà.
Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous preniez la parole, si ça vous va, un court instant chacun, et puis je vous laisse conclure. Moi, je voulais remercier tous ceux qui sont venus ce soir, qui ont bravé le beau temps et privilégié de vous écouter, vous, votre société, votre invention et sa trajectoire. Bravo à vous trois, messieurs. Merci pour le temps que vous avez accordé à nos internautes. Je vous laisse la parole pour conclure. Je vais laisser la parole à Guillaume dans un premier temps. Non, pour résumer, hein, sur les aspects techniques, c'est un travail au labo qu'on a poussé au maximum au labo jusqu'à avoir un prototype fonctionnel qu'il s'agit maintenant d'industrialiser. Donc, c'est plus le travail d'un laboratoire CNRS. On a déjà commencé à l'industrialiser puisque les sondes sont maintenant industrialisées. Il reste la pièce à main. Et là, je dirais qu'il n'y a pas de risque en ce qui concerne la pièce à main puisque c'est de l'électronique relativement simple. Et donc, on maîtrise bien ces aspects-là. Et donc, après, effectivement, le risque se situe plutôt au niveau du lancement commercial que sur les aspects techniques. Alors, du coup, on peut peut-être entendre Thierry sur le sujet. Oui, moi, j'ai envie de dire et de répéter trois choses élémentaires. Je ne vais pas parler que des hommes, je ne vais pas parler que de ce produit révolutionnaire et unique. C'est un marché de croissance, 8% de croissance par an. C'est une machine à cache entre un dispositif qui est une pièce à main et une sonde d'usage unique. Avec cela, tout est dit pour un EBITDA et pour une marge maximale et pour un retour sur investissement très rapide et une sortie très prometteuse. Voilà. Ok, c'est ce qu'on vous souhaite. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que je me suis embarqué dans cette aventure aux côtés de Guillaume et de Thierry parce que j'y vois un fort potentiel. Il y a un besoin très clairement non satisfait auquel on va répondre. La concurrence est présente et quelque part on va dire matérialise le besoin non satisfait, justifie le besoin non satisfait, mais sans pouvoir y répondre néanmoins. Donc on a vraiment quelque chose qui est, selon moi, très attractif, qui va constituer encore une fois une rupture et ce que nous appelons un game changer dans le domaine de l'odontologie. Et donc moi, j'ai été tout de suite séduit par le projet lorsque Guillaume me l'a proposé et me l'a présenté fin 2018. Et donc je vous remercie pour l'attention que vous nous avez accordée. Je réponds juste à la dernière question. Des touches avec des potentiels racheteurs. Oui, les entreprises d'implants sont très intéressées par le produit. Ouais. Ils attendent le marquage CE. D'ailleurs, je vous ai mentionné la lettre d'intention qu'on avait signée avec l'un d'entre eux, sans pouvoir malheureusement vous dévoiler son identité pour des raisons que vous comprenez. Mais voilà, je veux dire, ça aussi, c'est une marque qui ne trompe pas. Quand vous avez des gens qui viennent vous approcher et qui vous disent ouais, on voudrait regarder ensemble, etc., voir ce qu'on peut faire, etc. En général, c'est parce qu'ils ont bien compris que vous aviez quelque chose d'intéressant entre les mains. Et effectivement, je suis convaincu pour ma part que c'est le cas. Encore une fois, merci de votre attention, merci à Antoine, merci à toute l'équipe avec plaisir, de confiance, et on compte sur vous pour nous accompagner, et vous ne serez pas déçus, j'en suis absolument convaincu. Allez, merci beaucoup, merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous, merci à tous, et à bientôt. Au revoir. Au revoir.